Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Le Café des experts éco est de retour cette semaine avec le professeur Mourad Gouméli. Mourad Gouméli, bonjour. Hassan Haddouche, bonjour. Tout va bien ? Ça va. Très bien. Les choses vont... On va commencer à prendre nos petites habitudes dans ce forum des experts de l'économie. Nous allons traiter encore une fois de l'actualité. C'est elle qui dicte l'ordre du jour, les sujets que nous abordons. Il y a eu cette revue du FMI ces dernières semaines qui a fait l'objet d'une conférence de presse la semaine dernière. Comment, messieurs, avez-vous trouvé la tonalité de l'institution de Bretton Woods à la fin de son séjour à Alger ? Qui prend le premier la parole ? Hassan Haddouche. Oui. Alors, une première chose, moi je voudrais dire je voudrais critiquer déjà, l'agence officielle. L'agence officielle, l'APS, disons, un peu dans le prolongement de ce qu'elle fait pour d'autres secteurs depuis très longtemps, a tendance à nous expliquer que la politique du gouvernement algérien fait en fait l'objet d'un consensus général et qu'elle est approuvée en particulier par les institutions financières internationales. Bon, c'est d'ailleurs la façon dont ils ont interprété ouvertement, clairement, la venue et le communiqué du FMI, le communiqué final du FMI. Et je veux dire, c'est une interprétation évidemment qui est tout à fait erronée, l'interprétation de l'agence officielle, c'est que le FMI partage le diagnostic du gouvernement algérien sur la situation de l'économie algérienne. C'est pas vrai. Nous ici au CEE, on va dire ce que en fait le FMI a dit. En gros, que la trajectoire de l'austérité était la bonne trajectoire, mais qu'il fallait bien la maîtriser sans à-coups. Que le financement des déficits qui vont continuer à s'accumuler les années qui viennent, il y en a déjà eu pas mal, 1,8 milliards de dinars prévus en 2018 pour le déficit budgétaire. Pour le déficit budgétaire. Il va falloir continuer de trouver des sources de financement. On a épuisé une partie du financement entre guillemets conventionnel avec les emprunts et l'emprunt, notamment l'emprunt national obligataire. Et aujourd'hui, on est passé à l'emprunt non conventionnel et ça fait l'objet d'une série de réserves et d'inquiétudes qui sont très clairement exprimées par le FMI. Non, ce que le FMI dit clairement, en réalité, et là, il le dit de façon assez brutale. Et c'est pour ça que l'interprétation de l'agence officielle est inacceptable. Il le dit d'une façon inhabituellement brutale. Et il dit... l'économie algérienne est dans une situation de déséquilibre financier persistant, déséquilibre interne et externe, et il dit les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement algérien vont aggraver ces déséquilibres. Ça, il le dit clairement, il le dit en toutes lettres, il l'écrit en toutes lettres. Donc c'est un constat en fait assez extrêmement tout à fait opposé. Et il explique clairement sur différents points, disons que les mesures adoptées par le gouvernement algérien sont des mesures inadaptées, disons à la résolution, à la solution des déficits, et qu'au contraire, elles vont aggraver le déficit budgétaire, aggraver le déficit externe et accélérer éventuellement même l'érosion des réserves de change. Donc c'est un constat extrêmement sévère en réalité. Alors il est juste ou il n'est pas juste, mais en tout cas le constat du FMI est tout à fait sévère et il prend tout à fait le contre-pied, disons, des critiques ouvertement le recours à la planche à billets, les suspensions d'importation et les licences d'importation et la gestion de la monnaie nationale. Donc, Mourad Gouméli, vous avez vécu cette revue, ce compte-rendu de la même manière. Vous pensez qu'effectivement ça télescope un petit peu ce que vous pensez faire le gouvernement ? Oui, je crois qu'entre ce que nous avions dit la dernière fois, nous-mêmes ici, dans je crois, la première émission ou celle d'avant, et ce que le FMI dit, il y a une convergence. Bon, maintenant, ni moi ni mes élèves n'allons vers les agences de presse ou bien les commentaires, on va directement à la source. Effectivement, lorsqu'on voit le bulletin, le communiqué officiel du directeur du FMI, et les interprétations qui sont faites par l'agence algérienne de presse, bon, là, il y a un gap terrible. Mais bon, on considère que
c'est une appréciation et qu'elle est voulue par cette agence. Alors moi, je vais... Par voilà, contre, oui. il y a deux éléments qui me semblent fondamentaux. Vous savez que par rapport à la Banque mondiale, le FMI, par vocation, travaille sur le court terme. Donc, c'est de la conjoncture. Par contre, la Banque mondiale travaille sur le long terme, elle vous donne des prêts à très long terme, etc. C'est du développement. Voilà. Leurs vocations sont complémentaires, mais elles sont différentes, avec leurs filiales, etc. Et là, le FMI nous dit, mais attention, sur le court terme, vous êtes en train de dire, sur le court terme, je vais faire un certain nombre d'actions qui vont régler le problème du déficit. Il dit, non, vous faites l'inverse. Vous êtes en train sur les différents marchés, d'augmenter les gaps qui vont arriver. Et si, c'est pas écrit, vous vous attendez à une amélioration des cours de l'énergie, c'est toutes les analyses qui sont faites, tant au niveau de l'Agence internationale de l'énergie que les autres institutions, disent que les prix vont baisser. Les cours de l'énergie vont à la baisse. Ils sont aujourd'hui confortés par des problèmes géopolitiques, non pas par les fondamentaux, c'est-à-dire l'offre et la demande et la croissance mondiale. Donc, il va y avoir un gap de 2 à 3 millions de dollars de barils jour en plus, ce qui va entraîner une baisse des prix. Je vais camper un peu le rôle de l'avocat du diable. Est-ce que le FMI n'exagère pas un peu? Est-ce que le FMI, quand il dit les mesures d'austérité, la politique suivie par le gouvernement va non pas réduire les déficits, mais les aggraver? Comment elle va les aggraver? On peut prendre un exemple. Faire remonter les prix du carburant, faire en sorte que le carburant soit moins consommé, moins gaspillé en réalité. Est-ce que c'est une mesure qui va accentuer le déficit du budget de l'État? Réduire les importations pour la partie balance des paiements. Est-ce que ce sont des mesures qui peuvent aggraver à court terme le déficit budgétaire et le déficit de la balance des paiements? On ne voit pas le mécanisme par lequel... Moi, je le vois, mais... Comme ça, si, on peut ne pas le voir spontanément. On peut parfaitement le voir. Je ne sais pas pourquoi, les derniers temps, je lis régulièrement dans les commentaires, tu viens de le faire, de la presse nationale, la politique du gouvernement est une politique d'austérité. C'est exactement le contraire. La politique du gouvernement depuis l'été dernier, la politique du gouvernement entre 2016 et 2017 était une politique d'austérité relative, surtout en 2017. Mais depuis l'été 2017, la politique du gouvernement n'est plus du tout une politique d'austérité. Au contraire, c'est une politique, ça le FMI l'écrit en toutes lettres, mais on l'a écrit bien avant le FMI. Je veux dire, les spécialistes algériens d'économie l'écrivent depuis longtemps. Je veux dire, c'est une politique d'expansion des dépenses publiques. On sait que le budget 2018 prévoit une augmentation des dépenses publiques de près de 25%. Quand on augmente les dépenses du public de 25%, alors qu'elles étaient déjà à un niveau très élevé, on n'est pas dans une politique d'austérité, on est dans tout le contraire. Je veux dire, la croissance du PIB, on sait que c'est 2%. Les dépenses publiques, elles augmentent de 25%. Donc Après avoir fortement baissé en 2017. Les dépenses publiques n'ont pas fortement baissé en 2017. Elles ont été plafonnées. Le budget d'équipement est passé de plus de 4 000 milliards de dinars à 2300 milliards de dinars. Non. Les dépenses publiques ont été plafonnées en 2016 et 2017. C'est la croissance qui a baissé. Elles ont été plafonnées, elles n'ont pas diminué. Bon, maintenant, elles redémarrent et là, on est dans ce que moi j'ai appelé un TGV des dépenses publiques depuis l'été dernier. On est dans une croissance exponentielle des dépenses publiques. Alors, il faut distinguer, évidemment, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, les dépenses publiques. C'est pour ça peut-être que les gens parlent d'austérité. C'est vrai qu'en matière de dépenses publiques, il y a deux choses différentes. Il y a le budget de fonctionnement, et là, sur la question du budget de fonctionnement, le gouvernement actuellement semble être très ferme sur les questions d'augmentation de salaire, etc. Donc l'augmentation du budget de fonctionnement est très très faible. Bon, elle pourrait même être quasiment nulle. Alors que le budget d'équipement, lui, est en train d'exploser. Non, mais je voudrais citer un chiffre. Comment la politique du gouvernement peut aggraver le déficit? Parce qu'il ne suffit pas que le FMI le dise. Il faut est-ce que d'abord, est-ce que vous partagez, oui, mais Hassan, c'est très simple. Mais c'est très simple, Hassan. Quand tu augmentes les dépenses publiques, compte tenu du poids des dépenses publiques dans le PIB algérien, quand tu augmentes c'est pour ça que je voulais citer un chiffre. Les dépenses publiques augmentent de 25%, mais les dépenses d'équipement vont augmenter de près de 60%.
Hein, elles vont, repasse en 2018 au-delà des 4 000 milliards. Elles ne repassent pas, elles n'ont jamais atteint 4 000 milliards. Historiquement, elles n'ont jamais dépassé 22, 23 milliards de dollars. Là, elles vont passer à 4 100 milliards de dinars, ce qui fait pratiquement 37, 38 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut ? Quelles sont les implications ? Quand on augmente les dépenses publiques de 50-60%, c'est ce que prévoit la loi de finances 2018. Il est évident que ça va provoquer des exportations supplémentaires. Les dépenses publiques, c'est des équipements. Ça provoque des importations. Quand tu augmentes de 50%, on parle d'une augmentation de 50 à 60% du budget d'équipement de l'État. C'est-à-dire que le budget d'équipement de l'État, il était à 23 à 24 milliards de dollars depuis des années, depuis 2016, 2015. Il était plafonné depuis quelques années. Là, il va passer à 4 100 milliards de dinars en 2018. C'est une relance très, très importante. Ça va forcément, c'est pour ça que les gens des FMI sont des économistes professionnels. Ils savent très bien que quand on fait exploser le budget d'équipement de l'État, ça a forcément des conséquences sur les importations. Et donc, ça va accroître, théoriquement, ça devrait accroître le déséquilibre de la balance commerciale. Et là, le financement non conventionnel tout seul ne suffit pas. On va devoir tirer aussi sur les réserves de change. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans le détail de la demande publique parce qu'il y a 3 choses que ne dit pas le gouvernement. La première chose, c'est que tous les projets d'équipement qu'il a lancés, il ne peut pas revenir en arrière. Quand vous lancez un projet, que ce soit dans le rail, que ce soit dans le logement, vous ne pouvez pas dire contractuellement à ceux qui sont en train de le faire, on arrête. Je vous ai dit la dernière fois que les entreprises qui ont ce genre de choses sont parties en justice et ont gagné. Et l'Algérie a été obligée d'indemniser. Donc on ne peut pas arrêter ces projets. Ce n'est pas quelque chose qui, demain, on va dire, on arrête la grande mosquée d'Alger, et puis dans 3 ans, quand on aura un peu plus d'argent. Non, ce n'est pas possible. Reprendre un chantier, arrêter un chantier, le reprendre, ça vous coûte les yeux de la tête. Bien. Donc, d'une manière, quand on analyse dans le détail le budget d'équipement, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on ne fait que payer. On a réservé de l'argent pour payer ce qui n'a pas été fait. La dernière fois, tu avais parlé d'un RAR financier. C'est exactement ça. On va payer ce qui n'a pas été fait. Et on va consacrer la partie monétaire, donc non conventionnelle, pour cela, pour permettre aux entreprises qui, si elles ne sont plus payées, vont dire « j'arrête les chantiers et je vais aller en procès », de pouvoir... Alors, continuer la question, messieurs. Alors, pardon, je souhaiterais... Bien sûr. Dans le compartiment budget de fonctionnement, c'est le salaire des fonctionnaires. Hein, c'est pour les 2 tiers. 80%, c'est ça. Bon. Donc, dans cette partie-là, vous avez 2 problèmes. 1, la réhabilitation des salaires. 2, l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Donc, là, le problème... Vous avez bien vu qu'en matière d'éducation, on a recruté 25 000 enseignants et on continue à le faire. Bon, c'est au concours de l'été dernier. Oui, mais ça, c'est pour compenser les départs. On m'a dit c'est pour compenser les départs, etc. Ce n'est pas du tout évident. Hein. Nous sommes encore dans des classes de 50 personnes, nous sommes encore dans des cours par intermittence, etc. Donc il y a des besoins incompressibles. Et donc, le budget de fonctionnement, lui aussi, va augmenter. Ce qui va faire qu'on va, puisque c'est un budget de fonctionnement, puisque ce sont des salaires, on va augmenter la consommation. Or, et c'est là, vous avez vu les dernières importations de blé et de poudre de lait pour soi-disant Ramadan. Hein. Bon, moi j'ai vu dans Alger, maintenant, il y a des émeutes du sachet de lait. Il faudrait peut-être qu'un jour on en parle de cette affaire d'émeutes de sachet de lait. Pourquoi il y a une pénurie de lait ? Et ce n'est pas du lait cru, hein, c'est de la poudre qu'on importe, qu'on mélange avec de l'eau, on réhydrate et qu'on met en sachet. Donc, cette demande, tant en fonctionnement qu'en équipement, se traduit, compte tenu de la faiblesse de la production nationale publique et privée, par une demande d'importation. Est-ce qu'il faut en conclure, messieurs ? Est-ce qu'il faut en conclure, messieurs ? C'est pour ça que le FMI dit que des équipements... Oui, alors ma question, le FMI vous dit, vous êtes en train d'aggraver, parce qu'il y a des équilibres dans externes. Les importations une partie incompressible. Et c'est cette partie-là
qu'on ne peut pas compresser, qui, elle, va être encore augmentée du fait des programmes qui sont retenus. Donc on est parti pour se retrouver avec un déficit bien plus supérieur que le déficit prévisionnel en termes de balance commerciale et balance des paiements à la fin de l'année. Ma question, on va prendre un petit peu de hauteur. Est-ce que le gouvernement algérien, est-ce que le pouvoir en Algérie a échoué à faire sa transition de modèle de croissance? Parce qu'en fait, on est au cœur du problème. On a essayé de sortir du modèle de croissance par la commande publique. On vient de l'évoquer. Et puis tout de suite, on s'est rendu compte des chantiers qu'on ne peut pas arrêter, des entreprises qui sont très fortement dans le plan de charge et très fortement liées à la commande publique, un écosystème qui s'effondre. Moi, j'ai reçu des chefs d'entreprise du bâtiment qui étaient effondrés parce qu'ils avaient 4 000, 5 000 milliards de dinars d'échéance, de créances détenues sur l'État. Et donc, est-ce que le gouvernement ne s'est pas rendu compte finalement qu'il ne pouvait pas changer de modèle aussi vite, qu'il ne pouvait pas réduire la commande publique, notamment le budget d'équipement, aussi vite, et que, conséquemment, il était obligé de maintenir donc du carburant dans la machine en attendant de développer un autre modèle. Sauf qu'en faisant cela, peut-être que pas de réforme de structure, il n'y aura jamais de nouveau modèle. Le problème où il est. Ma question, c'est est-ce qu'il en a échoué à changer de modèle? Avant de parler d'échec, le problème où il est, c'est que l'Algérie a une formidable demande solvable. Normalement, cette demande solvable, elle devrait faire le bonheur des entreprises algériennes. Or, elle ne fait pas le bonheur des entreprises algériennes. Ceux qui en profitent, c'est les entreprises étrangères. Le cœur du problème, il est là. Devant cette demande publique énorme, alimentée par les revenus des hydrocarbures, on aurait dû avoir en face, n'est-ce pas, des entreprises privées et publiques algériennes capables de satisfaire les besoins sociaux. Or, dans le bâtiment, on le voit partout, les routes, etc. Tout ce qui se fait, y compris les soi-disant sociétés mixtes, Algéro X, Algéro Y, qui en fait sont des paravents. En fait, on a augmenté quand même l'écart, le bonus qui est donné aux entreprises algériennes par rapport aux offres des étrangers. Elle s'est passée de 15 à 25%. On peut être plus cher de 25%, jusqu'à 25% dans certains cas. Donc ça suppose aujourd'hui que les entreprises algériennes peuvent prendre plus de marché. Échec, Hassan Hadouche, par rapport à la tentative amorcée de changer de modèle? Oui, de toute évidence. Bon, c'est pour ça que Yahya, lorsqu'il est arrivé, a parlé d'un risque d'arrêt cardiaque. Il a dit qu'il y a un risque d'arrêt cardiaque. En 2016-2017, on a réduit, on a stabilisé les dépenses. On s'est retrouvé dans une situation où le chômage, la croissance d'abord a baissé, on le sait maintenant, on a les chiffres récents, c'est 2,2% l'année dernière, donc c'est très faible. C'est 2,2% de croissance avec une croissance de la population de 2,1%, ça veut dire stagnation du PIB par habitant. Donc bon, on est dans une situation... Bon, et accroissement du chômage. On a eu les chiffres de l'ONS qui traduisaient une augmentation du chômage. Donc, bon, Yahya arrive, il dit c'est pas possible, on peut pas continuer, il faut changer de politique. On peut pas continuer, d'autant plus qu'on a des élections présidentielles dans un an. On peut pas continuer, donc il faut changer. Alors, le modèle économique, ce que nous annonce le gouvernement algérien, parce qu'on on a exposé la thèse du FMI jusque maintenant. On a exposé la thèse du FMI, on expose juste la thèse du FMI. On n'est pas en train de dire il a raison, il n'a pas raison. Le gouvernement algérien connaît la thèse du FMI. C'est pas la démarche qu'il adopte. Il est dans une. C'est quoi le pari du gouvernement algérien? Premièrement, le pari du gouvernement algérien, c'est la politique d'austérité, la politique de stabilisation de l'économie, on la met entre parenthèses pendant 18 mois. C'est-à-dire qu'entre l'été 2017 et les élections présidentielles 2019, on ne fera pas d'austérité, il n'y aura pas d'austérité, il y aura tout le contraire. Il y aura TGV des dépenses publiques, il y aura accroissement, explosion des dépenses d'équipement. Je ne crois pas à l'augmentation des dépenses actuellement. Les signaux qu'on a, avec la fermeté affichée par les ministres, etc., face aux revendications salariales, etc., je ne crois pas à l'explosion du budget de fonctionnement. Mais le budget d'équipement va exploser. Le budget d'équipement, il va exploser pour des raisons. Premièrement, vous l'avez dit, il y a des restes à payer, il y a des arriérés de paiement à payer aux entreprises, ils ont été budgétisés. On nous a dit il y a au moins
moins 400 milliards. Ça va il y a mieux. au moins, voilà. On a des signaux chez... En 2017 déjà, en 2017, il y a 400 milliards de dinars déjà qui ont été 400 milliards de dinars. Ça fait presque 4 milliards de dollars. Enfin, ça fait 3 milliards et demi de dollars. Et il y a de nouveau dans le budget 2018, il y a encore une enveloppe importante qui est encore également de cet ordre-là, de 300 à 400 milliards de dinars, qui va être consacrée à payer les arriérés. C'est vrai qu'on a triché en 2016-2017. On a réduit les dépenses en payant pas les gens. On a réduit les dépenses d'équipement, on a plafonné les dépenses en payant pas les gens. Donc aujourd'hui, il y a un rattrapage à faire parce qu'il y avait un risque, comme on dit, d'arrêt cardiaque. Très bien. Bon, mais il n'y a pas que les arriérés, il n'y a pas que les restes à réaliser. En plus des restes à réaliser, il y a une très très grosse enveloppe de nouveaux équipements. On va en parler dans une seconde. Alors justement, là, Hassan, c'est ça le pari du gouvernement algérien. Sur les nouveaux équipements, je voulais juste m'adresser à professeur Goumeli qui porte un peu l'histoire des politiques publiques dans son vécu, dans son parcours. Est-ce que le choix n'a pas été fait quand même par les autorités algériennes de privilégier, avec ce type de rebond du budget d'équipement, de privilégier quand même la préservation de l'emploi à l'inflation? Et en se souvenant notamment de cet épisode de 86-87, je crois que c'est le professeur Nour Mdahi, qui le rappelle dans une de ses notes co-signées avec Raouf Bouskin. Il rappelle que dans les choix d'arbitrage du contre-choc de 85-86, il y a eu une réduction drastique du budget d'équipement qui a fait bondir le taux de chômage en 18 mois d'à peu près 10-12% à plus de 20%. Et on connaît la suite, c'est octobre 88. Est-ce que c'est pas quand même dans la mémoire du système cet écueil qu'on veut éviter, ne pas provoquer de choc de la disparition de l'emploi? Mais de toute évidence. Personne n'est suicidaire, que je sache. Ni vous, ni moi, ni eux. Donc, le problème, c'est de faire avec ce qu'on a. Quand vous parlez de 85-86, on était en cessation de paiement. Un peu plus tard. Comment ça, un peu plus tard? Moi, je vous dis, en 85-86, on était en cessation de paiement, on est un peu plus tard. Nous étions en cessation de paiement. La Banque centrale avait ce qu'on appelle des suspens. Des suspens, c'est-à-dire, on vous donne une facture, vous la suspendez, vous dites, attendez, je vais voir ce qui va me rentrer. Bien. D'où le PAS, le plan d'ajustement structurel, d'où, etc., etc. Nous ne sommes pas dans cette situation. Nous ne sommes pas dans cette situation, mais nous sommes en train d'y aller. Nous ne sommes pas. Le problème, c'est encore une fois, je reviens, vous me parlez du chômage. Mais si vous donnez ces chantiers aux Chinois, aux Turcs, etc., ils vont ramener leur propre main-d'œuvre, qualifiée et non qualifiée. Donc, l'impact de cette formidable commande d'État est excellente pour les entreprises étrangères. Il y a un poste que vous devrez chaque fois regarder au niveau de la balance des paiements. Il y a ce qu'on appelle la balance de base. Et dans la balance de base, il y a un poste qui est le rapatriement des bénéfices des entreprises étrangères. Flux de capitaux. Non, le rapatriement des bénéfices. Donc, et là, vous regardez comment notre argent, enfin l'argent de l'Algérie, passe à travers les entreprises étrangères et ensuite, et ce qui est normal, c'est contractuel, ressort et fait la croissance. C'est pour ça que je vous dis, chaque fois que la demande nationale est importante, en réaction, l'impact, ce n'est pas la croissance nationale, puisque elle est molle à 2%. On fait le bonheur des entreprises, etc. Et est-ce que c'est si vrai que cela, pour l'avenir? Jusqu'à maintenant, c'était le cas. On est d'accord. Jusqu'à maintenant, c'était le cas et tout le monde en souffre. C'est pour ça qu'il faut exposer quand même. Ce pari des nouveaux chantiers, des nouveaux équipements. Il y a un pari du gouvernement algérien. Il y a un pari du gouvernement algérien qui s'oppose en fait à la thèse du FMI. Le pari du gouvernement algérien, c'est que je bloque les dépenses de fonctionnement, je bloque les salaires, je fais de l'austérité, d'accord, c'est vrai, mais je relance les dépenses d'équipement. Je relance des dépenses d'équipement pour éviter l'explosion du chômage et pour relancer la croissance économique. Très bien. Bon. Comment je fais pour relancer? C'est le pari du gouvernement algérien. Oui. Il relance très largement les dépenses. Très largement, j'ai cité le chiffre de 50%, c'est énorme. C'est énorme. Les dépenses d'équipement. On est à plus de 4 000 milliards de dinars. C'est énorme. Il dit, je vais éviter que cette relance des dépenses d'équipement profite aux entreprises étrangères. Comment? Eh bien, je vais relancer les dépenses d'équipement, non pas sur les gros équipements
fortement consommateurs d'importation ou de services d'importation, parce qu'il n'y a pas que les importations, il n'y a pas que les équipements. Il y a les études. aussi les services, les études, etc., qui sont faits par des bureaux d'études internationales. C'est dans la balance des services. Ça aussi, c'est de l'argent qui sort à l'extérieur. Je vais pas faire de grands CHU. Je ne vais plus faire de grandes autoroutes, je ne vais plus faire de grands ouvrages très consommateurs d'importation. Je vais, dans la période qui nous concerne, c'est-à-dire les quelques années qui viennent, 2018, la période 2019, ouais. la période, même un peu plus, même les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire la période couverte par le financement non conventionnel, par la planche à billets, je vais me concentrer sur les dépenses de proximité, c'est-à-dire l'aménagement des villes, l'embellissement des villes, les dépenses locales. Qui font travailler un tissu d'entreprise locale. Je vais faire des petites structures de santé, des petites cliniques, je vais faire des établissements scolaires, je ne vais pas faire de grands équipements universitaires, etc., très ambitieux. Voilà, le pari du gouvernement, c'est celui-là. C'est, disons, focaliser les dépenses d'équipements qui sont en augmentation très, très, très rapide, effectivement, ce qui est tout le contraire d'une politique d'austérité, c'est les focaliser sur des équipements qui sont faiblement consommateurs d'importation. C'est le pari du gouvernement algérien. Est-ce qu'il va y arriver? On a quelques cibles. Est-ce que vous pensez que le gouvernement veut mettre au chômage les frères Haddad et faire travailler la petite TPI du coin? C'est un peu le modèle. Est-ce que vous y croyez, vous? Pourquoi les exclure les noulottes? Vous savez, on a pendant très longtemps parlé d'essaimage, parlé de petites et moyennes entreprises, parlé de la sous-traitance, etc. Il faudrait peut-être qu'un jour, malheureusement, dans notre pays, l'évaluation des politiques publiques, les institutions ont disparu, qu'on fasse un peu le point de ces institutions qui auraient dû créer des centaines et des centaines de petites et moyennes entreprises capables de prendre en charge la demande ciblée, puisque, je ne sais pas à quel niveau les choses s'arrêtent, parce que quand vous me dites, une classe, un dispensaire, etc., au-delà du fait que ça demande d'autres fonctionnaires, c'est quoi? C'est du génie civil, c'est de l'acier, c'est du ciment, etc., etc., etc. Donc, ce pari, puisque vous dites c'est un pari, il y a des présupposés. Si ces présupposés ne sont pas réunis, eh bien, c'est comme toutes les autres tentatives, on va se retrouver dans quelques années avec des regrets et non pas, on n'aura pas changé, transformé. Pourquoi ? Parce qu'on ne souhaite pas introduire les réformes structurelles. On n'aura pas le temps d'en parler, mais sur ce pari, Hassan, c'est ton bébé. Moi, je voudrais terminer. Oui, sur ce pari-là. Sur ce pari, je voulais poser une question. Sur ce pari-là, ça suppose que l'on a un peu fini avec l'essentiel du rattrapage dans les infrastructures. On se rappelle, à la sortie des années 90, tout le gap qu'on a accusé. Ça suppose qu'on a... En fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on a fini de régler les grands problèmes de transfert d'eau et hydraulique? Est-ce qu'on a fini de rattraper l'essentiel du gap dans le logement? On peut avoir des opinions différentes. La mobilité, l'aéroport d'Alger est en train de se terminer, mais on n'a toujours pas la gare centrale dans le nouveau pôle de Kourifa, le futur pôle La Défense autour d'Alger, le métro d'Alger, les tramways qui ont été stoppés, etc. On peut décrypter ce pari, effectivement, mais en réalité, est-ce qu'on peut en sortir? Et quand on veut en sortir, et c'est ma question, le FMI vous dit le financement de ce type de projet, c'est pas sur l'argent public. Il faut passer à des modes de financement innovants. Parce que l'argent public, ça va encore faire. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui que, sous la pression du FMI, le gouvernement algérien se mette à financer le programme de Sonatrach, de Sonelgaz, l'électricité, je parle même pas du renouvelable, commence à passer au mode BOT ou au mode financement de projet, project management. Pour l'instant, est-ce qu'on peut l'envisager? Pour l'instant, oui, on peut l'envisager. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'option retenue par le gouvernement algérien. L'option retenue par le gouvernement algérien, on peut toujours dire que, on n'a pas rattrapé le retard. On n'a jamais rattrapé le retard en matière d'infrastructure. Évidemment, on n'a pas rattrapé notre retard en matière d'infrastructure. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. L'option actuelle des autorités algériennes, du gouvernement algérien,
recommandé d'ailleurs par un certain nombre d'économistes éminents comme Abdellatif Benachnou, etc., c'est qu'il faut faire une pause aujourd'hui. Il faut faire une pause en matière d'infrastructure, de rattrapage en matière d'infrastructure économique et sociale. Il y a une pause à faire. Il faut plutôt essayer de valoriser ce qu'on a créé. Valoriser, ça veut dire quoi? On a fait une autoroute Est-Ouest. À un moment donné, il faut que l'autoroute Est-Ouest, il faut qu'elle rapporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut installer le péage, il faut que ça rapporte de l'argent, il faut au moins que cet argent serve à l'entretien de l'autoroute et que donc ça sorte un petit peu du budget de l'État et que ça... Voilà l'option qui est recommandée aujourd'hui. À côté de ça, on fait une pause dans les grands équipements et on essaie de mettre le paquet sur les petits équipements faiblement consommateurs d'importation. Moi, je voudrais une précision dans ce domaine. Ali Haddad et ses frères, etc. Ils font partie de l'économie nationale. Ce n'est pas des entreprises étrangères. Alors maintenant, ils sont concernés donc par cette relance des dépenses d'équipement. Il y a quand même un hôtel à Barcelone qui a profité des revenus d'Ali Haddad. Oui, probablement. Alors on peut se poser la question. Voilà, maintenant, sur un exemple comme celui-là, on peut se poser la question. Est-ce que les industriels algériens, qui sont susceptibles d'être les principaux bénéficiaires de cette nouvelle manne, disons de cette nouvelle commande publique, parce que c'est clairement, explicitement, l'instruction qui est donnée par le gouvernement à toutes les administrations, choisissez les entreprises algériennes. Quand il en existe, voilà. Est-ce qu'elles sont capables? C'est la tautologie la plus extraordinaire. Il y a deux questions qui se posent. Les entreprises algériennes sans que tu saches si elles existent, si elles sont capables, si elles en ont les moyens. Il y a des domaines où on a des signaux. Tu me parlais de Haddad, il n'a pas un bureau d'études étranger avec lui. Enfin, il faut être sérieux. Oui, non, mais voilà. Mais je veux dire, il y a des signaux. On sait par exemple qu'une entreprise comme Cosider, disons, arrive à décrocher de plus en plus de marchés publics dans des domaines de plus en plus variés. Aujourd'hui, elle arrive à avoir des contrats sur le métro, elle arrive à avoir des contrats sur les canalisations, elle arrive à avoir des contrats dans le domaine des chemins de fer, etc., ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc, il y a un certain... Alors, on peut se poser la question de TRHB. Moi, je considère que c'est souhaitable qu'on ait des champions nationaux. Il est souhaitable qu'on ait public, privé, etc. On a peut-être donné l'impression je ne suis pas choqué, voilà. Je ne suis pas choqué, voilà. Je suis pas choqué par le fait qu'une grande entreprise privée devienne un champion des travaux publics. Et qu'elle aille chercher des marchés aussi ailleurs dans le monde. Qu'elle puisse, dans une étape ultérieure, aller chercher des marchés. Mais qu'elle récolte déjà des marchés sur le territoire national. C'est une bonne chose a priori. Maintenant, on peut se poser la question, évidemment, le soupçon est toujours possible. Est-ce que cette entreprise-là, en particulier, a la bonne stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'elle a eu la bonne stratégie au cours des dernières années? Est-ce que ses patrons ont eu la bonne stratégie? On aurait pu souhaiter, on lui recommandait, beaucoup de gens bien disposés lui recommandaient d'essayer de se diversifier, de racheter à l'international des bureaux d'études spécialisés qui lui auraient permis d'améliorer sa technicité, d'améliorer ses performances. Il n'y a pas que D'autres l'ont fait, ont essayé de le faire, Hasnaoui, etc. Le groupe Hasnaoui, la société Hasnaoui à l'Ouest. On va terminer sur ces sujets. Est-ce que TRHB l'a fait? On n'en sait rien. Mais je veux dire, il fait partie de l'industrie nationale. Il ne faut pas considérer le fait qu'on lui attribue un marché comme une catastrophe. Une dernière question et on va finir avec ce sujet sur la conjoncture. C'était une catastrophe. Qui a considéré que c'était une catastrophe? Non, mais c'est traité souvent comme une catastrophe par un certain nombre de sites d'information. Voilà, un certain nombre de sites d'information. Alors, messieurs, une dernière question. Pardon, je voudrais peut-être dire quelques mots. Encore une fois, la formidable dépense publique que nous avons aurait dû, mais pas aujourd'hui, depuis au moins 2000. Là, on parle de 2018, mais ça date depuis 2000. On a une formidable cagnotte qui nous est tombée sur la... On n'a rien fait pour, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. On aurait dû mettre en place les mécanismes de création, pas de une ETRHB ou je ne sais pas quoi, de 200 entreprises nationales publiques et privées. Le partenariat, le fameux partenariat. Regardez dans les autres pays, les travaux publics en particulier, mais ça a toujours été le fer de lance des politiques de relance aux États-Unis et en France. Sur l'outil national. Et il y a un outil national, une grosse boîte qui domine. Par exemple, en France, on sait très bien que... Bouygues et le chiracisme. Donc,
On aurait pu créer ce genre pas une seule, plusieurs, de manière à ce qu'on puisse diversifier et qu'on ne soit pas toujours derrière une seule entreprise. Oui, mais on l'a fait en partie. Ça n'a pas été le cas. Moi, je dis ça n'a pas été le cas. Non, c'est pas vrai. Quand ce fut le cas, il y a une externalité, une très grande externalité à l'intérieur de ces entreprises. Ceux qui font le boulot, c'est les bureaux d'études étrangers, c'est les experts étrangers qu'on mobilise pour cela. Hein? Très Donc, bien, on a très bien compris le message. Et le pari, on va l'évaluer dans le... Pardon, ce sont des coquilles vides. Et vous avez l'exemple parfait d'une coquille vide, cette fois les publics, c'est BRC, Condor. Hein? D'ailleurs, il faudrait qu'on se pose la question, où sont les archives de cette entreprise ? Oui. On ne sait pas où ils sont. Mais voilà une entreprise filiale de Sonatrach qui a eu des centaines et des centaines de projets qu'elle a pris, et on sait très bien que tous ces projets ont été mis en œuvre par des entreprises étrangères. Oui, l'effet d'éviction. Alors, on n'aura pas le temps vous n'aurez pas le temps, messieurs, de répondre à ma dernière question, donc je ne la poserai pas. Nous allons parler d'un sujet, il nous reste 10 minutes dans cette émission, qui a, on va dire, marqué l'actualité cette semaine, et même choqué les Algériens. C'est le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Yousfi, qui a publié les prix sortis d'usine des entreprises, des automobiles assemblés en Algérie. Le choc dans l'opinion, c'est qu'on s'est rendu compte qu'entre le prix de sortie d'usine et les prix de vente aux clients, il y avait des marges bénéficiaires trop importantes. J'ai fait mon petit calcul, j'en parle dans ma chronique ce matin dans Al-Watan, entre 40 et 75% selon les modèles de marge bénéficiaire, en intégrant des prix de production, des prix sortis d'usine qui sont en général légèrement un peu gonflés. On peut imaginer qu'ils étaient en dessous en réalité. Et donc, il y a une campagne sur les réseaux sociaux, c'est sérieux, de boycott des automobiles made in DZ parce qu'on considère que c'est du vol. On a fait des comparatifs. La i10 de Hyundai importée du Maroc, si je vais l'acheter demain à Casablanca, je la ramène, je paye toutes les taxes, elle restera moins chère que celle de Tiaret, des établissements d'Arkout. Alors, vous réagissez comment à ce gap ? Parce que là, le gap, la marge bénéficiaire est trop importante. Le ministère a tapé sur la table, M. Yousfi, en disant on ne peut pas accepter ça. Il faut que les prix de vente à la fin, parce que les réseaux de distribution, il ne faut pas qu'on nous raconte d'histoire, ce sont les constructeurs qui ont les réseaux de distribution. Hein. C'est pas le revendeur du coin qui fait une marge tout seul. Ce sont les constructeurs qui prennent cette marge bénéficiaire. Est-ce que le régulateur, est-ce que l'État a les moyens de mettre de l'ordre dans cette industrie, dans cette filière ? Le premier problème que je pose, c'est que c'est le mauvais ministre qui parle. On parle de quoi ? On parle mauvais ministre parce qu'il est du RND et que celui qui a mis cette politique-là est aussi Abdeslam Bouchouareb du RND. C'est le ministre du Commerce. Non, parce qu'il faut être précis. Mais c'est le ministre du Commerce qui devrait parler de prix. C'est pas le ministre de l'Industrie. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Mais c'est affolant. En quoi le ministre de l'Industrie est concerné par les prix relatifs ? En quoi ? S'il y a quelqu'un qui doit gérer le marché de gros, le marché de détail et le marché au milieu, c'est bien le ministre du Commerce. Or, qui est-ce qui parle ? C'est le ministre de l'Industrie. Et il dit, c'est pas normal, j'ai publié les prix, etc. etc. Bon. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Hein, Monsieur Meradi, que je connais bien, on a fait un parcours de plusieurs années au ministère des Finances. C'est à lui à gérer les prix en fonction. Alors, qui fait quoi ? Comment il peut les gérer ? Est-ce qu'on peut rattraper le coût ? On peut toujours rattraper. Comment ? Mais en fait, le problème, c'est le manque de transparence qu'il y a dans toutes les opérations. Aujourd'hui, le problème, il est là. C'est la transparence qu'il y a entre le producteur, la marge du producteur, la marge du marché on a un début de transparence. Cette liste, c'est un début de transparence. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a bien compris qu'il y avait une marge bénéficiaire astronomique. Voilà. Ça, on l'a compris. Pour simplifier les choses, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? On parle des prix 2016, 2017, début 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé depuis 2 ans, je veux dire. Bon, ce problème-là, on ne l'a pas eu entre
entre 2011 et à la grande époque des concessionnaires, on n'a pas eu ce problème-là. Jusqu'à début 2016. Les licences d'importation, ça commence en début 2016. En début 2016, on n'a pas créé seulement des licences d'importation pour les véhicules, on a aussi créé des licences d'importation pour le ciment. Le prix du ciment a explosé dans les premiers mois. On a ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, mais ça a duré. On a eu le problème pour les bananes. Les bananes, à un moment donné, se vendaient à 1000 dinars. Pourquoi ? Parce qu'on a créé des licences d'importation. Les véhicules, on a créé des licences d'importation. On a dit en 2016, il y a eu 98 000 véhicules importés. On a créé une situation de pénurie sur le marché. La licence d'importation, 98 000 véhicules importés en 2016. Avec une demande qui est estimée à 200 ou 300 000 véhicules, évidemment, qu'est-ce qu'ont fait les concessionnaires et ils ont profité de la situation du marché. J'allais dire, j'aurais fait la même chose dans la banque. Le problème, c'est que ce n'est pas tous les concessionnaires qui en ont profité. Bon, c'est pas tous les concessionnaires. Ceux qui pouvaient assembler en Algérie. Alors, à partir de 97, c'est assemblage. 2017. À partir de 2017, pardon, c'est plus licence, mais c'est la situation la même. C'est les constructeurs installés sur le marché national. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Renault au début de l'année et dans le courant de l'année, disons, à partir de l'été, il y a Takout et Volkswagen à la fin de l'année, tout à fait à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient dans une situation, ils ont produit combien de véhicules en 2017 ? En tout, globalement, ensemble, ils ont produit 100 000 véhicules. C'est les 100 000 véhicules qu'on avait importés en 2017. En 2016, licence d'importation, 98 000, qui ont été produits montés localement. C'est les mêmes, c'est 100 000 véhicules. Pour une demande qui est 200 000 ou 300 000. On a une situation de marché qui était très favorable aux producteurs. Le même problème au niveau des médicaments. Attendez. Rappelez-vous, on va rester sur le médicament. On va rester sur l'automobile. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu abus de position dominante ? Est-ce que vous considérez que Renault... Non, la question est sérieuse. Attendez, les gens à Tijilabine ce week-end, il y a eu une décote de 30%. Vous savez, il y a des gens qui achètent des voitures, qui les ramènent sur le marché. Elles sont toutes neuves, elles ont fait 1000 km. Elles se vendent encore à 5, 6, 7, 8% plus cher que le prix parce qu'elles sont disponibles tout de suite. Et il y a eu brutalement une décote de 20 à 30%. C'est-à-dire que l'annonce du ministère, la liste qui est sortie, a provoqué... les gens ont compris, les prix vont baisser. Le ministre n'est pas content, les prix vont baisser. Donc, je repose ma question, que peut faire le gouvernement pour réduire ces marges qui sont considérées par l'opinion, en tous les cas par moi, comme étant scandaleuses ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a 1001 possibilités. Fiscales, il peut... Ça va renchérir les produits. Non, je vous enlève sur... On considère que c'est indu. Est-ce que vous considérez Non, c'est pas indu, c'est une situation de marché. Que c'est une situation de marché qui a été créée. Donc là, il faut voir qui a créé. C'est l'administration, c'est l'État qui a créé cette situation. C'est Abdeslam Bouchouareb, on est à radio. Et nous, chez nous, M. Achaïbou est venu dire ici que M. Abdeslam Bouchouareb lui a envoyé des gens, on ne sait pas si c'est... qui lui a demandé de l'argent. Et on sait que dans la plupart des cas, ceux qui ont bénéficié de la barrière levée ont très probablement mis de l'argent. D'ailleurs, le nom de Abdeslam Bouchouareb est sur Panama Papers. Et les surcoûts de cette industrie-là, on sait où c'est parti. Oui. Donc, à partir du moment où c'est un argent qui a été indûment dans les poches d'un certain nombre de personnes à travers bien entendu des distributions lucratives, l'État peut considérer que c'est indu et donc il le reprend sans renchérir de rien du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est une position extrême. Sur un plan juridique, est-ce qu'ils sont tenus de quelque chose ? Non, là vous êtes en train de criminaliser, disons, vous êtes en train de... Une pratique de marché. Voilà, vous êtes en train de... Il y a une situation de marché, ça ne relève pas des faits divers ou de M. Bouchouareb, c'est une situation de marché, vous avez une offre de 100 000 véhicules et en face vous avez une demande de 200 ou 300 000 personnes qui veulent acheter des voitures, le prix des voitures augmente. Il y a des listes d'attente. Les producteurs profitent de la situation comme les concessionnaires profitaient de la situation en 2016. Nous avons eu le même système quand il n'y avait pas d'étrangers. À Sonacom, quand Sonacom faisait des camions et faisait des bus. Je me rappelle, il y avait une liste d'attente de plusieurs années. Mais les prix n'avaient pas augmenté. Parce qu'il y avait un prix, parce qu'il y avait un prix public en disant, vous vous en... Qu'est-ce qui a augmenté ? C'est la file d'attente qui a augmenté. Il y avait un marché secondaire où on vendait 3 fois plus cher le K66. Bien sûr. Alors, on a créé le marché secondaire et on a créé le marché
de l'importation par le recours aux Moudjahidines et aux ayants droit, tous ces véhicules qui rentraient à travers des dérogations qu'on distribuait, etc., etc. Donc voilà. Non, là, nous sommes dans l'avenir. Nous sommes dans la même situation. Oui. Aujourd'hui, on a créé cette pénurie. On l'a créée, elle n'est pas tombée du ciel. On a créé cette pénurie. Automatiquement, l'explication de facilité que nous propose Haddo, c'est de dire il y a une offre, il y a une demande, il y a un déséquilibre, les prix augmentent. Mais monsieur, vous permettez, ce déséquilibre offre-demande a été créé. Ce n'est pas un mouvement volontaire. D'ailleurs, pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? C'est quand on a créé ce marché, quand plutôt on a créé cette situation cette rareté de pénurie relative, qu'il y a eu. Et bien entendu, pendant ce temps, les gens se sont mis plein les poches. C'est ça le résultat. Non, vous êtes en train de... Les marges commerciales... Que les gens se soient mis plein les poches, ça tu ne peux pas le discuter. Mais ils sont tu connais les chiffres. Après, tu peux dire qu'ils ont profité d'une situation normale. Non. Le débat n'est pas là. La question, on n'est pas sur un débat moral. On arrête avec ça. C'est pas une question de fait divers, c'est pas la faute de Bouchouareb. Non, c'est pas du tout. On est dans le crime économique le plus abject. Non, c'est pas un crime économique. Attendez. Quand les concessionnaires qui distribuent des marques depuis 15 ans, qui ont vendu plus de 400 000 véhicules, se voient retirer leur capacité à continuer à importer et en même temps leur capacité à assembler en Algérie, quand on change, on donne à des nouveaux entrants la possibilité d'assembler en Algérie. Darkout n'avait pas d'expérience. Darkout n'avait pas d'expérience dans l'assemblage automobile. Attendez, on n'est pas dans la suspicion, on est dans l'enquête d'État. Mais c'est pas le débat. Tu oublies une chose. C'est pas le débat. Le débat, c'est comment revenir à une situation d'équilibre. Très bien. Alors, il faut pas oublier comment une revenir à une chose. situation d'équilibre. On va terminer avec l'émission. Il ne s'agit pas de défendre ici. Très bien. C'est peine perdue d'essayer de défendre un gouvernement. Donc tout le monde sait qu'il s'en est fourré plein les poches. C'est une peine perdue ici. Mais la question c'est... Faites pas les questions et les réponses. Faites pas les questions et les réponses, sinon on ne peut plus. Voilà. À partir de quel nombre de concessionnaires, quel nombre d'offres véhicules par an mis sur le marché avec l'assemblage en Algérie, on peut espérer un retournement de la tendance et une baisse des prix? Vous oubliez une chose essentielle. Si tu reviens à ce débat, non, d'accord. Si vous oubliez une chose essentielle, c'est que depuis 2014, on est dans une situation de crise financière. Aiguë. Oui. Bon. Donc, en 2013-2014, on a importé un peu plus de 7 milliards de dollars d'automobiles et de pièces détachées. Aujourd'hui, l'année dernière, on a importé 1,5 milliard à peu près. Donc, on a divisé la facture par 5. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé qu'on ne pouvait plus importer pour 7-8 milliards de dollars d'automobiles et de pièces détachées en Algérie, c'est tout. On est passé d'une situation d'abondance en 2012-2013 à une situation de crise financière et de déficit colossal de la balance des paiements, c'est tout. Bon, c'est pas un problème de criminalité ou de Bouchouareb, c'est pas Bouchouareb qui a décidé ça tout seul. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'avenir. Voilà, on est d'accord avec... Bon. On est d'accord. Il y a plein de pays dans le monde qui ont, dans la même situation que l'Algérie, lancé une politique de substitution aux importations et qui ont lancé une politique de montage. C'est arrivé dans beaucoup de pays dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer après la façon dont ça s'est passé, on est d'accord. Revenons à la question du prix des voitures. Après la façon dont ça s'est passé, c'est un autre débat. La façon dont pourquoi ce ne sont pas les acteurs habituels de ce secteur qui ont fait l'assemblage externe? C'est un autre débat. Quand tu mets en place un système de contrôle administratif, tu cours le risque de créer... Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. À qui on a donné les licences, etc. Bon, peu importe. Très bien. Alors l'avenir, maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Premièrement, il y a des signaux positifs. Il y aura un effet positif du fait de la multiplication des opérateurs. On va passer d'une situation où cette année, en 2017, on a monté un peu moins de 100 000 véhicules, à une situation où on va monter progressivement 200 000, 300 000 véhicules. Voilà. On nous parle même de 400 000 dans quelques années, en 2022. Alors, évidemment, la situation du marché va changer fondamentalement. Il va y avoir une situation de concurrence. La situation, en fait, du marché va s'inverser. Elle va s'inverser. On va passer d'une situation de pénurie, d'insuffisance de production, à une situation d'excédent de production. Donc, la situation pour les consommateurs, elle va devenir meilleure. Pour les acheteurs de voitures, objectivement, la situation du marché de l'automobile va devenir objectivement
progressivement meilleure. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, le prix des voitures, voilà. Je dis dans quelques années. Non, je dis dans quelques années, progressivement, la situation... de rythme. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a 2 ou 3 choses qui vont changer fondamentalement et qui vont peser sur le prix des voitures. Une première chose, c'est que lorsqu'on compare les prix des voitures d'aujourd'hui à celles des voitures de 2014 ou de 2015, on oublie une chose, c'est qu'à fin 2015, le gouvernement algérien a décidé que les voitures importées ou que les voitures produites localement, ce ne seraient plus les mêmes. On a décidé d'introduire on a décidé de faire en fait toute option. On a décidé de faire des véhicules toute option, des camions toute option et des voitures de tourisme toute option. Ça a un coût. Les concessionnaires, à l'époque, ils nous l'ont dit clairement. Ils nous ont dit, ça va coûter cher, ça. Bon, c'est en train de coûter cher. Il ne faut pas comparer la voiture de 2018 à la symbole de 2018. Ce n'est pas la symbole qu'on importait. Ce n'est pas la même voiture. Alors, une détente sur le marché. Il y a un deuxième point. Il y a un deuxième point sur lequel il ne faut pas... mais il y a un deuxième point très important. Un dernier point. Un dernier point. Pourquoi les prix des voitures vont augmenter? Parce qu'en 2015... Il ne va pas baisser, on va dire plutôt. Non, il va augmenter. Parce qu'en 2015, l'euro, il valait 110 dinars. Aujourd'hui, il vaut 145 dinars. Donc, il y a une dévaluation du dinar de 30%. Ça, c'est répercuté automatiquement dans le prix des voitures. Ouais. Donc, comparer le prix des voitures en 2018 à celui de 2015 en disant pourquoi ça augmente... Hassan, c'est la marge bénéficiaire qu'on évoquait. La marge bénéficiaire, elle peut baisser. La marge bénéficiaire, elle va diminuer. Il est en train de faire un discours hors jeu. Il nous parle des cours, des prix, le taux de change, etc. C'est des choses connues. Mais le véritable problème que tu as posé, toi, c'est la marge bénéficiaire. Ça n'a rien à voir avec le prix. Quel que soit le prix, quelle est la marge à l'intérieur de ce prix? Quelle est la marge bénéficiaire? Acceptable. C'est ça le problème, ce n'est pas le prix. Le prix, il augmente, et bien sûr qu'il va augmenter avec la dérive du dinar, etc. Mais ce n'est pas le problème. Tu es complètement... On parle de la marge. On est d'accord. On est d'accord. On a évoqué la même chose. On est d'accord. Hassan a quand même laissé entendre que ça va se normaliser. C'est pas à l'État de fixer. Moi, je ne suis pas un planificateur soviétique. Une dernière question. Est-ce que le Conseil national... Hassan Mourad Goumiri, est-ce que le Conseil national de la concurrence, un régulateur, a quelque chose à dire sur un dossier comme ça? Mais il n'y a pas que le Conseil national. Non, mais d'abord lui. Mais il y a le ministère du Commerce, c'est son métier. Non, c'est une question très précise sur le plan de la procédure juridique. Il y a une loi sur Est-ce que les consommateurs peuvent saisir le Conseil? Bien sûr. Les consommateurs, ils ont le droit de se constituer en association, ils ont le droit de boycotter les voitures, tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Vous créez un monopole. Aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la planification soviétique dont il est en train de parler. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez une institution qui regarde si la concurrence est toujours respectée. Sinon, il y a une loi antitrust qui vous casse. On vous dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire de la vente concomitante. C'est ce qui s'est passé pour Apple. Absolument. Avec son moteur, etc. Donc, nous avons tous ces instruments, ils existent. Ils existent au niveau du ministère du Commerce. Tous ces instruments existent. Le respect de la concurrence existe. Le respect de la concurrence. On va probablement revenir dans le café. Et bien entendu, les marges bénéficiaires sont réglementées. Non, c'est pas vrai. Le café des experts éco reviendra probablement sur cet aspect-là qui, comme on a pu le constater, chers amis, défraie les patients. Merci beaucoup, professeur Goumiri. Merci beaucoup, Hassan Haddouche, d'avoir participé à ce 3e numéro du CEE. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.